Donc, notre invité ce soir, Didier Mauss, je vais vous laisser vous présenter à la salle. Voilà, merci beaucoup. Et merci d'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être ici, de découvrir ce moulin, la théole, c'était bien ça, tout à l'heure. Voilà. Bon, et alors on m'a posé la question de savoir pourquoi j'étais venu avant de venir voir. Alors la raison est très très simple. Bon, je connais Sabine depuis quelques années, des sens de qu'on se porte bien. Et donc elle m'a dit, mais venez faire un tour avec Suzanne pour parler de démocratie locale, de ce fait que c'est un sujet que les manie pas mal. Pour être franc avec vous, je connais encore depuis beaucoup plus longtemps le maire d'Issoudun, bon, avec qui j'ai usé des fonds de culotte à la faculté de droit il y a plus de 50 ans. Bon, donc voilà, il continue à se voir de temps en temps, donc ce n'est pas, j'allais dire, contre lui en tant que tel que je peux évoquer un certain nombre de sujets, même si, bon, c'est pas très très lié, mais on se voit assez régulièrement. Enfin, bon, pour que les choses soient claires, il sait que je suis là. Bon, alors, pourquoi, qui je suis, pourquoi je peux parler du sujet? Bon, pour des raisons très très simples. J'ai assisté pour la première fois à des élections municipales en mars 1959. Quelques-uns d'entre vous étaient nés, pas tous, pas toutes. Bon. Dans mon village favori, qui s'appelle Samois-sur-Seine, qui est à côté de Fontainebleau, et où mon père se présentait sur une liste pour être conseiller municipal. Et donc, ça a été ma première rencontre avec les élections, la fièvre d'un bureau de vote, le dépouillement, etc. Et je dis souvent que ma fibre démocratique ou ma fibre d'intérêt pour la vie politique est sans doute née ce jour-là, au mois de mars 59, dans mon village. Et depuis, j'allais dire, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai été haut fonctionnaire, j'ai été membre du Conseil d'État, j'ai été professeur de droit, j'ai présidé un certain nombre d'activités. Mais je suis toujours resté en contact avec la démocratie locale. J'ai eu hier le dernier conseil municipal de notre mandature et j'ai présidé le dernier conseil municipal hier dans ma commune, et qui est probablement pour moi en plus le dernier en tant que tel, parce que je ne suis pas candidat au renouvellement de mon mandat et ça me donnerait que la prochaine fois je sois encore dans le coup. Mais ça, donc il y a un petit côté un peu sentimental à travers ce genre d'expérience, que ce soit la commune, que ce soit l'intercommunalité ou d'autres. En tout cas, ce que je voudrais simplement en dire avant qu'on aille plus loin dans le débat, c'est que j'étais convaincu depuis très très longtemps de l'importance des communes, de l'importance du conseil municipal, de l'importance du maire, de l'importance des adjoints, de l'importance de tout ce qui tourne autour de la mairie, et que 6 ans de fonction de maire ont renforcé cette conviction. Je crois vraiment que la vie locale, c'est au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos besoins, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour maintenir nos communes dans un bon état de vie, y compris sur le plan financier. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, il ne faut surtout pas entendre trop ceux qui disent « Ah, mais les communes, il y en a qui sont trop petites, alors bon, Issoudun, c'est une taille raisonnable, hein, vous avez 12 000 habitants, si j'ai bien compris. Bon, c'est déjà pas mal, hein, bon. Mais il y a sûrement autour des tas de petites communes qui ont nettement moins. Hein. Bon, on a traversé quelques-unes, etc. Bon. Il y a sûrement une commune de Vatan, dont le nom est très amusant. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais il ne peut pas y en avoir tellement. Bon, en tout cas, ces communes, quelle que soit leur taille, elles doivent pouvoir vivre, elles doivent pouvoir exprimer les besoins. Il faut se souvenir que la moitié de la population française, la moitié, vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc vous êtes dans la première moitié ici, hein, puisque vous êtes au-dessus des 10 000. Et dans ces communes de moins de 10 000 habitants, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des communes de zone rurale, il y a des communes de périphérie urbaine hein, qui n'en atteignent pas 10 000, qui ont d'autres problèmes, mais c'est toujours quelque chose qui frappe. On oublie souvent de le dire, la France d'aujourd'hui, malgré tous les mouvements de population qui ont eu lieu, et c'est vrai qu'on s'est urbanisé, ça c'est aucun
aucun doute là-dessus. C'est pas uniquement la France des grandes métropoles et des grandes villes, hein. C'est une France qui, du point de vue de sa géographie, est extrêmement répartie, avec des conditions de vie d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes, avec des besoins qui ne sont pas les mêmes selon les endroits, et il faut être extrêmement attentif à maintenir un cadre de vie en bon état là où nous sommes entrés. Il y a un terroir qui est important du point de vue de la stabilité des hommes et des femmes et des groupes humains, et de ce là les communes sont absolument irremplaçables. Quand je vois en me promenant à travers la France, bon, n'oubliez pas notre église du XIIe siècle, je me dis c'est quand même extraordinaire. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous relie au passé, et il faut que ce passé nous relie aussi à l'avenir. Et un des éléments importants dont on aura sûrement l'occasion de parler, c'est de faire en sorte que l'on prépare la manière dont, moi ce sont plus mes enfants, ce sont mes petits-enfants, vivront dans quelques années ou dizaines d'années dans les communes qu'ils auront choisies. Donc, on en reparlera, je ne vais pas développer ça là, mais vraiment l'importance de cette vie communale, c'est le ressort de la démocratie. Et on oublie de dire, en France, nous avons plus de 500 000 élus locaux. Considérable. Nous sommes 65 millions, 66 millions, je l'avais avec nous. Bref, il y a 500 000 personnes qui sont élues, qui vont être élues dimanche prochain et dimanche d'après. Et dans l'ensemble, ces 500 000 personnes ne coûtent pas grand-chose et font un travail de lien social extraordinaire. Alors si vous prenez, moi il y a un exercice que je voudrais faire un jour, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, parce que bon, voilà, mais je voudrais réunir un certain nombre de maires qui ont un peu de bouteilles, et qui nous racontent les histoires les plus extraordinaires qu'ils ont vécues à travers leur mandat. Et on s'apercevra que, notamment dans les petites, moyennes communes et moyennes villes, pas dans les grandes, ils ont fait des choses étonnantes à titre personnel, d'une façon tout à fait inattendue. Hein. Quand il faut sortir de chez soi au milieu de la nuit avec sa tronçonneuse pour aller couper l'arbre qui barre la route, parce que sinon on va vous dire que là, s'il y a eu une tempête, bon, on va raconter ça, pourquoi est-ce que c'est au maire ou aux adjoints de le faire, bon, bah, ils sont là et on leur demande de le faire. Il y a des quantités d'aspects là, et là les anecdotes que l'on peut avoir sont très révélatrices en réalité de ce que nous essayons de faire dans le cadre communal. Alors voilà, c'est simplement cette motivation qui nous conduit à être ici ce soir, et si nous discutons et si vous nous exposez ce que vous avez dans votre programme sur la démocratie locale, je veux dire d'un mot, on n'en fait jamais assez. Bon, la démocratie c'est un absolu, bon, on ne saura jamais en faire trop, jamais. Bon, il faut bien à un moment ou à un autre prendre des décisions, ça c'est évident, mais on peut nettement améliorer tous les mécanismes, hein, qu'il s'agisse de ceux d'Issoudun, de ceux de Châteauroux, ou de ceux d'autres communes, vraiment, et quelle que soit la taille de la commune, on peut toujours faire mieux en matière de démocratie, c'est-à-dire d'association des citoyennes et des citoyens au processus de prise de décision. Ce qui est important, c'est pas uniquement qu'on prenne une décision, il faut en prendre, c'est qu'on comprenne pourquoi on les a prises et comment on les a prises, et que personne ne se sente exclu de cette mécanique, de ce processus qui conduit à dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est pour ça que une de mes grandes conclusions des Gilets jaunes de l'année dernière, ce besoin de s'exprimer, d'être pris en considération, de dire comprendre ce qui se passe en réalité. Ça consiste à faire fonctionner l'intelligence humaine, c'est pas inutile, hein, c'est pas bon, voilà. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai dans la tête, au-delà des mécanismes dont on va parler, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil municipal, qu'est-ce que c'est que des commissions, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que le maire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Mais il faut vraiment se dire que la vie locale, c'est un élément fondamental, non seulement de notre engagement, mais de notre personnalité. Et moi, je souhaiterais que l'on puisse en faire beaucoup plus. Alors, vous aurez toujours des gens qui disent « moi, ça ne m'intéresse pas ». J'ai connu des gens qui disaient « moi, je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas ». Je vais raconter une petite histoire. J'avais un dentiste à Fontainebleau, et bon, de temps en temps, on va chez le dentiste. Et alors, quand j'étais sur le fauteuil, dans une position, évidemment, où je ne pouvais rien dire, bon, il me parlait de la commune, il me dit « mais ça ne va pas du tout, etc. Le maire, ceci, le maire, cela ». Bon, qui était toujours un de mes amis. Bon. Et alors, je disais, mais
si vous n'êtes pas content, il faut, un, aller voter, et deux, ah mais ils me disent, voter ça sert à rien. Ben, jusqu'au jour où il a un peu changé d'avis, et parce qu'il s'est aperçu quand même qu'une voix plus une voix plus une voix plus une voix, ça permet peut-être de faire avancer un certain nombre de choses. Donc, cette réaction de dire ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien, non. Hein, voilà. Bon. Et peut-être un dernier exemple quand même là-dessus, j'ai eu à faire montrer à quoi ça sert, enfin à quoi nous servons les uns et les autres. J'ai eu à faire il y a 10 ans, 12 ans, je ne sais plus, un exercice un peu compliqué qui était devant des élèves de seconde d'un lycée technique. Et on m'avait dit, il faut que tu ailles leur parler de la commune. Bon. Alors, parce que tu sais ce que c'est, bon, voilà, etc. Bon, le maire de chez moi m'avait dit, tu n'as pas besoin de beaucoup préparer, moi il faudrait que je prépare, donc vas-y à ma place. Alors j'y vais, c'est un peu compliqué, bon, parce que ça va très bien. Et puis à un moment, je leur dis, bon, vous savez ce que c'est que la piscine? Vous savez ce que c'est que la bibliothèque, la médiathèque et ce genre de choses. Ils disent, évidemment, tout le monde sait ce que c'est. Et je leur dis, est-ce que vous savez qui fixe les tarifs? Ils me regardent tous ces deux grands yeux. Ah non, je ne sais pas qui fixe les tarifs, tout ça. Non. Ben, je leur dis, c'est le conseil municipal. Et je leur dis, c'est pas la même chose. Il y a des conseils municipaux, on va dire, on fixe un tarif élevé avec des abattements, il y a des endroits où on dira c'est gratuit, il y a des endroits où on dira on fait une cote mal taillée, enfin, toutes les solutions en matière de tarification sont possibles, mais j'ai vu dans leurs yeux un petit peu cette révélation, ah oui, le conseil municipal sert à fixer les tarifs des installations et des équipements que nous utilisons. Et je pense que ce jour-là, même je crois que je n'avais pas grand monde dans la salle, il y avait 25 ou 30 lycéennes, il y avait bon, je me suis dit, ils ont peut-être compris à quoi ça sert en réalité d'aller voter le moment venu et de participer à un processus de décision. Ça, on peut le répéter avec d'autres exemples, j'allais dire ça, n'importe où, je veux dire. Voilà, et c'est vrai que suivant qu'on ait de telle ou telle sensibilité, on n'aura pas exactement la même réaction sur tel ou tel élément de tarification ou de service ou de créer. Quand on vous dit, bon voilà, j'ai tant de millions d'euros, j'ai 3 projets, un stade, une médiathèque et une piscine. Bon, une piscine, c'est pas la même chose. Par contre, quand on commence, une piscine, hein. Alors, et c'est là où effectivement la démocratie participative peut jouer, faire participer les gens, disant, ben, on va, à la limite, on met un petit papier, je classe numéro 1, 2, 3, puis on verra ce que ça donne, etc. C'est horriblement difficile hein, comme exercice, hein, très très difficile. Je ne veux pas vous ennuyer trop avec ces anecdotes, mais parce que c'est quand même très révélateur. Il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus dans ma commune, bon, on a des problèmes de voirie. Bon, la voirie est au mauvais état, c'est pas technique, mais je dis on consacre, bon, on a consacré tous les ans, bon, pour une petite commune de 2100 habitants, 100 000 € en réfection de voirie. On a dit on a 100 sanctuaristes, 100 000 €. Alors là-dessus, tous les projets arrivent. Ils ont devant chez moi, il y a des trous, il y a le trottoir, etc. Et un jour, je dis au conseil municipal, ben, écoutez, voilà, nous avons la liste, bon, 5, 6 ou 8 demandes relativement fondées. Et dans quel ordre on les met? On me regarde, ben, on dit qu'à choisir. Ah, non, moi je ne choisis pas, les gars. Bon, on va en décider ensemble. À la première fois, impossible. Je leur dis, bon, maintenant vous avez un mois pour réfléchir, on commencera l'exercice dans un mois, et on va voter sur un ordre de priorité. Vous pourrez plus dire, c'est le maire qui a fait telle rue, alors que moi je voulais qu'on fasse telle autre. Donc la décision soit collective, de savoir en quel ordre on va les faire. Vous n'avez pas idée ce que ça a été comme traumatisme. Parce que du coup, on était tous co-responsables de la décision, et personne ne pouvait dire, c'est devant chez moi qu'il fallait le faire d'abord. Voilà ce que j'ai des mécanismes, alors c'est simplement ça à l'intérieur du conseil, mais des types de procédures qu'on peut utiliser, qu'on peut répercuter avec d'autres situations. Voilà, donc en tout cas je finis là-dessus, je suis ravi d'être avec vous pour cette soirée. Tout ce qu'on peut faire pour que la démocratie locale soit encore plus performante, allons-y, on ne perd pas notre temps. Voilà. Merci. La dernière analyse et la dernière anecdote était très intéressante. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir lors des questions qui vous sont posées concernant la démocratie.
Je vais refaire un petit point sur donc le programme, le projet même, que nous présentons à la population. Donc dans un premier temps, vous avez tous pu constater notre équipe, qui est, je pense, une première à Issoudun. Nous avons différentes sensibilités politiques, différents horizons professionnels aussi dans notre équipe, et je pense qu'à notre niveau, déjà, à 33-35 personnes, on a déjà une certaine représentativité de la population. Et donc, on propose tous ensemble un projet, et outre les clivages politiques qui peuvent nous séparer, le but ultime est le même pour tous, faire avancer notre ville et, je dirais même, redonner vie à notre ville. Donc, je vais repasser très brièvement certains grands points de notre projet, essayez de noter si vous avez des questions à nous poser pour la suite. On a commencé ce programme par le centre-ville. Donc le centre-ville qui est une grande préoccupation actuellement de la population. Le premier point concernant le centre-ville, ça ne coûte pas d'argent, c'est le volontarisme politique. C'est le fait que les élus se préoccupent de leur centre-ville et qu'il y ait une véritable volonté d'agir. Juste ça peut vraiment tout changer, notamment en termes d'action. On développe un peu plus, on met des actions pour éviter les friches commerciales, on parle de redynamiser les commerçants existants, notamment à travers une structure qu'on appelle l'Office du commerce et de l'artisanat. Le but de cette structure, c'est une gouvernance mixte et horizontale concernant le centre-ville. On parle aussi de redonner de la vie à ce centre-ville en exemple un peu anecdotique. Si vous voyez un restaurant où personne n'est garé devant, où on ne voit personne à l'intérieur, globalement on ne s'y arrête pas. Si on voit un restaurant avec quelques personnes à l'intérieur et qu'il y a des voitures de garé devant, on s'y arrête et on va y manger. Pour nous, c'est pareil pour le centre-ville, il faut redonner de la vie à ce centre-ville, donc à travers différentes actions, soit de culture, soit festives, soit artistiques. Et l'autre qui s'accompagne, c'est aussi repeupler ce centre-ville. Souvent, on a un certain nombre de friches en centre-ville et il convient éventuellement de replacer de la population, d'investir, d'accompagner les investissements, éventuellement d'accompagner aussi l'accession à la propriété, mais peut-être prioritairement en centre-ville plutôt que sur des terrains qui sont pour le moment vierges. Donc sur ces points-là, si vous avez des questions, on y revient précisément. Ensuite, on avait, Sabine, à part si tu veux m'orienter sur le programme, si tu penses nécessaire que je parle de certains éléments en premier que d'autres. Un axe important de ton programme, enfin du nôtre, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Donc le maire est très content parce qu'il essaye de suivre le programme gouvernemental qui s'appelle Agenda 21. Donc il pense qu'il est vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire en environnement. En matière d'environnement, nous on a un certain nombre de projets différents que Christopher, tu peux développer. Ah oui, concernant l'environnement, en effet, le projet dans sa globalité, il s'inscrit dans une démarche qu'on appelle donc de résilience. La résilience, c'est la capacité d'un territoire, ici en l'occurrence, à s'adapter, à résister à un bouleversement, soit un bouleversement économique, pour le cas d'une crise financière par exemple. Là, ça concerne l'environnement, donc la capacité d'un territoire à s'adapter à des changements climatiques avec ce qui l'accompagne, donc des canicules plus fréquentes, avec des changements pour l'agriculture et s'atteler à préserver notre biodiversité. Donc on a notre vision, ça ne s'arrête pas à 6 ans, on a plutôt une vision à
20 ans ou à 30 ans sur ce que l'on doit faire pour notre territoire. Et la première idée, c'est vraiment l'autonomie alimentaire de notre territoire, pour accompagner un petit peu les changements de comportement, les changements de vie qui sont en cours. Et à mon sens, ils sont en cours de manière structurelle. Le changement climatique fait que ces changements seront structurels et non pas conjoncturels. Donc, quelques points du programme, c'est favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs. Donc, on proposait un certain nombre d'actions, éventuellement des agriculteurs bio. On parlait d'une régie maraîchère agricole, donc qui dit régie dit gérée par la municipalité afin d'alimenter un certain nombre de cantines et d'accompagner le secteur agroalimentaire de notre bassin de vie pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Donc ça passe par l'installation de maraîchers sur notre territoire. Ça passe par exemple à développer une filière du chanvre. Donc le chanvre qui est une économie qui est en plein boom, on est vraiment au début et il convient vraiment de prendre ce train. Et on parle aussi de la revalorisation des déchets pour essayer de s'orienter vraiment sur du zéro déchets non recyclables ou alors les déchets ménagers pour essayer de les revaloriser au mieux, notamment avec la création d'une unité de méthanisation sur le territoire. Concernant la protection, je reviens un petit peu, j'ai oublié, la filière hydrogène qui est une des filières importantes. Alors, Châteauroux a développé sa filière hydrogène, c'est accepté par l'État. Effectivement, si nous devons développer notre filière hydrogène, ça doit faire l'objet d'études, de projets et aussi d'être soutenu par l'État. Pour le moment, on ne peut pas se passer d'eux pour lancer ce genre de projet. Ensuite, on a l'axe vraiment levier touristique, vraiment à travers l'environnement et l'écologie. On propose plusieurs projets comme une micro-forêt urbaine. Donc sur le programme, on ne l'a pas précisé. On voit vraiment cette micro-forêt en lieu et place du parc des Champs d'Amour, qui est vraiment désertique maintenant par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans ou 15 ans. On propose la mise en place d'un permis de végétaliser en centre-ville, enfin en centre-ville dans les quartiers. Donc le permis de végétaliser, ce sont la population qui investissent les lieux publics pour végétaliser. Donc ça c'est un levier touristique. On change vraiment, l'idée c'est vraiment de changer le visage de nos rues pour vraiment attirer la curiosité et attirer aussi les touristes qui sont de passage chez nous, notamment grâce au parc François Mitterrand. Et surtout on parle de l'aménagement des bords de la Théols. Ici, soudain, on a une pépite, c'est les bords de la Théols. C'est une grande question pour moi. Pourquoi ça n'a pas été aménagé beaucoup plus tôt, comme certaines villes ont fait, axer un petit peu la vie autour des points d'eau. Donc l'aménagement des bords de la Théols, ici on est juste à côté, on est à la zone qu'on appelle les fosses débits, qui est un terrain municipal. Donc, où il y a vraiment de nombreux projets à faire. En 2017, on organisait des randonnées citoyennes afin de demander déjà à la vie, à la population, de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en ce lieu. Il y a vraiment beaucoup d'idées qui sont revenues. Et ce qui nous a interpellé le plus, c'est que cette zone qui est vraiment 1 kilomètre du centre-ville, dans laquelle on pourrait y venir à pied en longeant le cours d'eau, c'est que c'était méconnu de la population. Voilà. Globalement, à part ceux qui sont venus se baigner quand ils étaient plus jeunes, mais les nouvelles générations qui habitent à Issoudun ne connaissaient vraiment pas ce lieu. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'aménagement de ces bords de Théols. Et de manière beaucoup plus large, on parle du coup d'un circuit écotouristique
car vous savez, le pays d'Issoudun est vraiment riche de monuments ou alors de points d'intérêt touristiques. Donc on a vraiment, vous savez que ces bords de Théols peuvent être remontés un petit peu jusqu'à sa source, à Ambro, et ensuite on sait que vers Ambro, on a la forêt de Saint-Thomas qui s'étale vraiment entre Menet-Planche et jusqu'à Ségry. On sait qu'à Ségry, il y a l'abbaye de la Prée, on sait qu'il y a l'aérodrome de Fay où il y a des compétitions internationales de vol à voile. On sait qu'ensuite, on a Saint-Georges-sur-Amont où il y a un véritable bassin qui pourrait être aménagé peut-être d'une manière plus efficiente. Et si on continue sur les bords de l'Arnon comme ça, aller jusqu'à Saint-Georges-sur-Arnon, là aussi, où c'est vraiment agréable d'y être, où il y a déjà une quinguette, à ma connaissance, ce qui n'est pas fermé. Et ensuite, on peut remonter comme ça jusqu'à Reuilly, et on est reparti de Reuilly jusqu'à Issoudun, pour redescendre, donc de Issoudun, on peut redescendre, et là on a encore ces bords de Théols, du coup, le château de la Ferté. Voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont à aménager, qui sont à mettre en avant, et c'est, je pense, un véritable atout touristique pour notre bassin de vie. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, Christopher, il y a à Issoudun tous les atouts pour rendre cette ville attractive, pour créer des produits touristiques qui puissent attirer une population nouvelle, éphémère ou permanente. Simplement, il y a plusieurs problèmes qui se posent à Issoudun, et notamment un problème de sécurité. Dans tous nos contacts qu'on a pu avoir sur le marché en faisant les boîtes aux lettres, etc., la question qui revient toujours, pas souvent, c'est on a peur à Issoudun, il y a de plus en plus de cambriolage, c'est un vrai problème. Donc on a, dans notre programme, fait attention à ce sujet-là pour essayer d'apporter des réponses à cette question que se posent les gens de façon de plus en plus forte aujourd'hui. Alors, Christopher, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur notre programme en matière de sécurité? Alors effectivement, sur passant de la bouche de plusieurs Issoudinois et Issoudinoises, le sentiment d'insécurité. Je mets un point d'honneur à ne pas confondre avec l'insécurité de manière générale. Mais pour moi, le sentiment d'insécurité est une constante à laquelle il faut répondre. On a donc la gendarmerie Issoudun, avant c'était la police nationale. Il y a aussi 2 policiers municipaux qui actuellement n'ont pas du tout des missions de sécurisation de la voie publique. Et pourtant, dans la loi, le maire est responsable de la sécurité dans sa commune. Que le maire ne le veuille pas pour des idéologies particulières, c'est une chose. Dans les faits, il y a une police municipale et il y a un certain nombre de prérogatives pour le maire. Donc, les policiers municipaux sont des agents de police judiciaire adjoints, donc ils sont assermentés pour constater un certain nombre d'infractions et d'intervenir, comme les gendarmes. Donc, ce qu'on propose très brièvement, c'est de réaxer les missions actuellement de la police municipale, qui ne font absolument aucune mission de police municipale, donc aucune mission de sécurisation. Le recrutement de 4 autres policiers municipaux pour monter l'effectif d'Issoudun à 6 policiers municipaux. Donc pour une ville de 10 000 habitants, on est tout à fait cohérent dans les chiffres par rapport aux autres villes. Faire en sorte que ces policiers municipaux soient bien formés, soient formés sur le social, soient formés pour intervenir dans de bonnes conditions. Et